خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا السلام عليكم وزول في اللون bon j'ai décidé de réagir très rapidement aujourd'hui parce que depuis hier je suis en train de réfléchir à une émission pour réagir un peu à ce qui pour réagir aux réactions de nos compatriotes algériennes et algériens et même maghrébins et maghrébines, je dirais même dans tout le monde, dans l'ensemble du monde arabe. Je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se dit sur le web arabe, sur les réseaux sociaux, comment les opinions publiques de notre région. Moi, j'ai pas de souci, je suis un Amazir, je suis un berbère, fier de l'être, mais je ne renie pas la dimension arabe de notre pays, ni de notre identité, et je pense que l'Algérie se classe naturellement dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, donc c'est toujours intéressant de voir comment pensent les Égyptiens, les Saoudiens, les Yéménites, les Émiratis, les Marocains, les Tunisiens, qui sont nos voisins directs. Bon, d'abord commençons pourquoi je voulais faire cette émission? Je voulais faire cette émission parce que j'ai trouvé choquant que Ness, même des élites, des journalistes, des écrivains, des philosophes, bon, je dirais pas des philosophes, des intellectuels. Certains sont écrivains, certains sont journalistes, certains sont politologues, certains sont même, entre guillemets, soi-disant spécialistes des relations internationales. Ils font un mélange dangereux. Sur la crise ukrainienne, qui est une guerre, pas une crise aujourd'hui, c'est une guerre. Il y a un pays qui était indépendant, qui avait ses frontières, qui avait des problèmes internes, mais où le peuple ukrainien ne s'est pas soulevé, c'est un point important, et qui a été envahi par un autre pays qui est son voisin. C'est ça la crise, c'est pas une crise, c'est une guerre, c'est une invasion. Donc on va préciser les concepts, étape par étape. Ce qui m'a choqué moi, c'est qu'il y a des Algériens et des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, et même beaucoup dans le monde arabe, ils khaltou. Ils disent ah, l'Occident a réagi, ils pleurent, ils sont en train de se solidariser avec les Ukrainiens. Pourquoi ils n'ont jamais rien dit sur les Palestiniens? Pourquoi ils n'ont jamais rien dit sur les Yéménites? Pourquoi ils n'ont jamais rien dit contre l'Irak et la Libye étaient bombardés, etc. C'est de l'hypocrisie occidentale, c'est un langage à double vitesse, c'est une indignation à deux vitesses. Pourquoi les joueurs de Manchester City ou les joueurs des grands clubs européens ou l'Europe, l'UEFA ne veut boycotter la Russie, ne fait jamais rien contre Israël, ou les Occidentaux, ils ne pleurent, ils ne réagissent que lorsqu'il s'agit de blancs, yeux bleus, mais quand c'est des Arabes, c'est des musulmans qui sont tués ou la massacrés, personne ne réagit. Le mélange des genres, ça, c'est très dangereux, parce qu'on donne l'impression qu'on est en train de valider, de cautionner ce qui est en train de se passer en Ukraine. D'abord, un point. Parlons peu, mais bien. Parlons peu, mais comprenons beaucoup. La Palestine n'a rien à voir avec l'Ukraine. La Palestine, c'est une question de décolonisation. C'est-à-dire c'est un pays qui malheureusement n'a pas existé encore. Il y a une autorité palestinienne mais qui n'a pas l'entité d'État. L'État palestinien n'existe pas encore parce que Israël colonise ce pays et empêche les Palestiniens d'avoir leur propre peuple, d'avoir leur propre État. Et empêche les Palestiniens d'exister en tant que peuple. C'est une question de colonisation. Et le monde entier est d'accord que la Palestine a le droit d'avoir un État, que le peuple palestinien a le droit d'être libre et de vivre librement. Quitte à les Ukrainiens, parce qu'au moins ils ne soutenaient pas les Israéliens, ils ne soutenaient pas les Palestiniens. عندك une statistique, عندك des chiffres, عندك des études, عندك des preuves qui disent que les 44 millions d'Ukrainiens sont tous avec Israël. Il y a 44 millions d'Ukrainiens. يعني حطيناهم كاع dans un seul boîte, dans une seule boîte, dans un seul panier وقلنا بلي هادو les Ukrainiens كاع c'est des nazis ولا كاع c'est des sionistes. عندها حتى معنى هادي غو. سمحوا لي quand je vois des intellectuels parler de cette manière, j'ai envie de dire mais خليتو منين خرجتوا؟ ما عندكمش un cœur? Là, les Palestiniens, la solidarité avec le peuple palestinien, elle est universelle, y compris à Kiev. À Kiev, il y a beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup j'ai eu à connaître des Ukrainiens, des journalistes que j'ai rencontrés dans des colloques internationaux. J'ai rencontré des Ukrainiens en France. Je lis un peu la presse ukrainienne. Les Ukrainiens, ils sont nombreux à être solidaires avec le peuple palestinien. Ils sont pas responsables. Si Israël colonise la Palestine, là, empêche l'existence d'un État palestinien, ou là, fait une politique de peuplement et de colonisation qui fait du mal au peuple palestinien, c'est pas à cause du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, il est innocent de ces pratiques-là. Israël va faire la guerre à Israël, va dénoncer Israël. Et de toute façon, la question israélo-palestinienne, on la connaît depuis des décennies, où il y a énormément de dimensions, énormément d'aspects très complexes. C'est un autre débat. Pourquoi s'en prendre aux Ukrainiens et les rendre responsables? Ça n'a rien à voir. La guerre en Ukraine n'a rien à voir avec la Libye, n'a rien à voir avec l'Irak plus ou moins. Ça ressemble plus ou moins à l'Irak, oui, mais ça n'a rien à voir avec la Libye. En Libye 2011, il y avait une révolte. Il y a une partie du peuple libyen qui s'est révolté
notamment dans les provinces de l'Est, et qui ne voulaient pas de Kadhafi dans le cadre du printemps arabe. Donc, il y avait une révolte intérieure qui a été soutenue, qui a donné lieu à une guerre civile, et qui a donné lieu ensuite à une intervention étrangère pour aider une partie de ce peuple libyen. Je ne dis pas que cette intervention française à l'époque de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle n'était pas bien. Je ne dis pas que la guerre qui s'est soldée, je ne dis pas que la chute du régime Kadhafi est une bonne chose pour la Libye. Ça, c'est un autre débat. Mais tu ne peux pas comparer bien la Libye et l'Ukraine. C'est diamétralement différent, encore une fois. L'Ukraine, c'est un pays qui existe, il n'y a pas de révolte. Le peuple ukrainien ne s'est pas révolté contre son régime. Il y a deux régions qui sont séparatistes, qui sont majoritairement russophones et qui veulent devenir indépendantes ou être annexées à la Russie. Ok, ça oui, ça existe, mais la majorité des Ukrainiens ont élu un président démocratiquement élu, Hada Zelensky. Zelensky n'est pas Kadhafi. Zelensky n'a pas tiré sur son peuple. Le peuple ukrainien est resté solide. Il était uni. D'ailleurs, depuis 2 jours, Vladimir Poutine, il a appelé le leader de guerre de la Russie, il a appelé les militaires ukrainiens à faire un coup d'État pour renverser le pouvoir de Zelensky, pour qu'ils puissent discuter avec eux. Cet appel n'a pas trouvé une oreille attentive. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont unis entre eux. Ça n'a rien à voir avec les Libyens qui se sont révoltés d'abord contre un dictateur malade mental, avec tout, bon, il a certainement d'autres qualités, Kadhafi, mais il en a beaucoup de défauts. C'est lui qui a poussé son peuple à se révolter contre lui. Il y a eu ensuite une intervention étrangère. Cette intervention étrangère a aggravé, elle a déséquilibré, elle a encore plongé la Libye dans l'horreur, oui, mais ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'Ukraine, il n'y a pas eu de problème interne. La majorité des Ukrainiennes et des Ukrainiens sont unis entre eux. Ils veulent avoir un destin commun. Ils sont derrière leurs autorités. La preuve, les Ukrainiens, ils ont pris les armes pour défendre leur pays. Ils défendent quelque part leur État, qui est dirigé par Hada Zelensky. Les Libyens n'ont pas pris les armes pour défendre Kadhafi. La majorité des Libyens ont été contre Kadhafi. Ça n'a rien à voir. Le Yémen, c'est la même chose. Quand je vois des intellectuels algériens parler du Yémen, ça n'a strictement rien à voir. Le Yémen, encore une fois, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile entre des Houthis, une partie de la population qui est chiite, contre une autre partie de la population qui est sunnite. Même il y a eu des interventions étrangères. Oui, mais c'est d'abord des problèmes internes, comme au Liban, comme en Libye, comme dans beaucoup de pays, comme au Bahreïn, Saoudi ou l'Émirat, le Bahreïn, c'était en partie parce que une partie de la population, le roi, la monarchie bahreïnie, ou la bahreïnite, comme, je sais pas comment on va l'appeler, a demandé le soutien de ces pays contre la majorité chiite qui voulait renverser le pouvoir. Parce qu'elle a estimé que la minorité sunnite elle a exagéré au niveau de ses abus de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est des pays qui connaissent des problèmes internes, de désunion, qui sont minés par des problèmes énormissimes. Que ce soit la Libye, Bahreïn, le Yémen, c'est des pays qui ont été affaiblis d'abord par des crises politiques internes, par des régimes totalitaires internes qui ne font plus consensus, dont la légitimité a été remise en cause par les populations. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'Ukraine est un pays indépendant, il n'y a pas de problème. Derrière une révolution, ils ont fait un choix, il y a eu des élections démocratiques, ils ont un président, la majorité des Ukrainiennes ou des Ukrainiens veulent aller à l'Europe, veulent adhérer à l'Europe, ça c'est leur opinion, ça c'est leur liberté, ça c'est leur choix. Quand même, c'est pas parce qu'ils réfléchissent pas comme nous, ou là ils ne réfléchissent pas comme Poutine qu'il faut applaudir cette invasion, qu'il faut applaudir ces violences, qu'il faut applaudir cette opération militaire qui est injuste. Là où nous avons, je pense que la majorité de nos compatriotes, notamment de nos élites intellectuelles, n'ont pas compris les enjeux historiques qui se déroulent là sous nos yeux. Et pour ça, j'aimerais bien vous inviter à lire un texte. D'abord, c'est un Israélien, mais il y a des Israéliens qui réfléchissent bien.
الشعب اللي ما يقراش الشعب ما يروحش بعيد. يا ناس قراو، ما تتبعوش هاد les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en Algérie, internet, elle a habité la population, elle a habité notre peuple au lieu d'élever notre niveau intellectuel. روحوا قراو l'historien israélien qui a écrit une magnifique contribution, d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur le Courrier international. Cet historien s'appelle Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, c'est parmi les plus grands historiens actuellement du monde. Ses livres sont traduits dans une dizaine de langues à travers le monde, où il a écrit un texte dans lequel il dit en Ukraine, la direction que va prendre l'humanité est en jeu. La direction que va prendre l'histoire de l'humanité, elle est en jeu. Nous sommes dans une situation totalement différente. Ouais, parce que c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons une puissance qui s'en prend à son voisin direct, son petit voisin. Cette puissance, c'est la deuxième armée du monde. Elle s'en est prise directement à l'Ukraine, parce que l'Ukraine, la majorité des Ukrainiens ne veulent pas rester dans le giron russe, ils veulent de notre politique, ils veulent d'une autre relation au monde, ils ont une autre vision de la doctrine que leur État doit adopter, ils ont tort, ils ont raison, c'est leur pays. C'est la première fois que nous avons un pays qui envoie une armée pour envahir un autre pays voisin. Encore une fois, c'est très différent de l'Irak. L'Irak, il y a eu les États-Unis d'Amérique qui ont renversé Saddam Hussein et qui ont occupé l'Irak au nom de la lutte contre le terrorisme. L'Irak n'est pas un pays voisin des États-Unis, c'est un pays qui est lointain, ça rentre dans une... D'ailleurs, l'Irak a été une étape importante du Moyen-Orient et l'échec américain en Irak a modifié totalement le paysage du proche Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est à cause de l'effondrement de l'Irak que nous avons eu plus tard, à partir de 2016 et 2017, ou 2018, nous avons eu l'État islamique, le fameux Daesh. 2014, d'ailleurs, bien avant. 2016-2017, c'était les années les plus terribles. Même il y a eu ensuite l'intervention iranienne, les guerres pratiquement entre sunnites et chiites, le bras de fer directement entre l'Iran et les monarchies du Golfe. Ça a été un tournant historique. L'Irak a été un tournant historique dans la région du Moyen-Orient. Et il n'a pas été un tournant historique pour l'humanité, parce qu'en Asie, ou là en Europe, ou là en Europe du Nord, ou là en Amérique latine, ou là en Amérique centrale, l'Irak n'a absolument pas influencé leur quotidien, ni n'a influencé leur avenir. La question, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, va influencer toute l'humanité, y compris nous les Algériens. Parce que, comme l'historien Harari, nous avons deux directions. Imma, l'humanité va revenir vers la loi de la jungle, c'est-à-dire que le plus fort va décider d'envahir le plus faible, parce que le plus faible veut échapper au pouvoir du plus fort, il ne veut pas respecter son diktat. N'importe quel État qui va se sentir plus fort va envahir une armée, on se demande à son voisin, on va revenir vers les guerres. Tout ce que l'humanité a accompagné pour pacifier le monde est en train de changer, parce que la crise ukrainienne, tous les autres pays du monde vont avoir peur. Il a pris un pays. Donc nous aussi, on risque le même scénario. Du coup, tous les autres États du monde, les augmentations, les dépenses pour la militarisation du monde va augmenter, les dépenses militaires vont augmenter, la militarisation du monde va se renforcer, quand cette militarisation va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Les investissements dans l'éducation, dans l'économie de la connaissance, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'amélioration de la protection de l'environnement vont baisser. Le scénario de la loi de la jungle. Ou qu'il y a un autre scénario, l'historien Harari, il y a un autre scénario où l'humanité ne sombre pas dans la loi de la jungle, et à partir de la crise ukrainienne, on va essayer d'intervenir pour dire on ne règle pas les problèmes de cette manière. Non, tu n'as pas le droit d'attaquer un voisin ou de l'envahir quand il y a un différend politique. Il y a d'autres manières de régler ce problème. Parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale? Parce que les rapports de la guerre avaient reculé. Il y a eu des guerres, la guerre du Golfe, il y a eu deux guerres au Golfe, il y a la guerre en Syrie, etc. Il y a eu des guerres en Libye, mais c'est des guerres qui sont restées localisées. On n'a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les grandes puissances du monde, à cause ou grâce l'arsenal nucléaire, se sont neutralisées. Aujourd'hui, une Troisième Guerre mondiale, personne ne sera gagnant. Tout le monde va perdre parce qu'il y aura des millions et des millions de morts à cause de l'utilisation des armes nucléaires. Ce qui fait qu'il y a eu un équilibre des terreurs. Il y a ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que chaque puissance ne s'aventure pas à attaquer notre puissance parce qu'on risque d'avoir... tout le monde sera perdant. Si je lance un missile nucléaire, je vais lancer sur moi un missile nucléaire, tout le monde sera détruit. Donc l'équilibre de terreur a forcé la paix. La crise de Cuba, les années 60.
Il y a eu pas mal de crises lors de la guerre froide qui ne se sont jamais soldées par un affrontement direct. Les rares affrontements ont été indirects, comme la guerre de Corée les années 50, ou la guerre de Vietnam les années 70, ou la guerre de l'Afghanistan les années 80. C'était des affrontements indirects, c'est-à-dire l'Union soviétique ou les États-Unis rentrent dans un pays et le camp adverse soutient ce pays-là à travers, en fournissant des armes. Mais là, c'est pas la même chose. Là, nous avons un pays au cœur de l'Europe parce que les deux guerres mondiales se sont déroulées en Europe. Il n'y a pas eu de guerre mondiale ailleurs dans le monde. L'Occident, c'est lui qui a enfanté la guerre moderne, conventionnelle, destructive, infernale, horrible. C'est lui qui a enfanté le concept là. Nous sommes. Poutine, il a remis en cause la théorie de l'équilibre de la terreur. Poutine, déroule des sanctions pour essayer d'isoler son économie, pour essayer de l'empêcher de financer sa guerre en Ukraine. Il a menacé de déployer des armes nucléaires en Biélorussie, qui est quand même la porte de l'Europe. Donc, c'est pour ça qu'il a raison, l'historien israélien Noah Harari, qui dit que la direction que va prendre l'humanité est en jeu. Parce que la loi de la jungle va revenir au détriment de la loi de la raison, c'est-à-dire la loi de la compromission, la loi de la négociation, le droit international. C'est-à-dire, on s'entend tous, la guerre n'est pas une solution. D'ailleurs, aucun des États du monde ont renoncé à la doctrine, il faut faire la guerre pour défendre ses intérêts. Parce que finalement, quand tu fais la guerre, tu vas nuire davantage à tes intérêts. Oui, ça a été prouvé depuis les deux guerres mondiales. C'est pour ça que les rares guerres qui se sont déroulées depuis, encore une fois, ont été des guerres localisées et rapidement étouffées. D'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de morts de l'humanité sur la planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si la loi de la jungle va revenir, رحنا فيها كاع. Donc, إن شاء الله بعيد الشر حنا عندنا une crise financière ولا non, par exemple, imaginez maintenant 10 ans, ينقصونا دراهم, on ne pourra pas financer notre armée. Mais le Maroc risque de foncer sur nous. Il risque de nous envahir au nom de la loi de la jungle. La Russie à l'Algérie, ou l'Algérie pourrait réfléchir, j'ai un problème avec le Maroc, donc je vais essayer de l'envahir. La même chose avec l'Égypte. L'Égypte a un problème avec l'Éthiopie, elle va dire je vais envahir l'Éthiopie. Et vice versa, l'Éthiopie dit qu'il y a un problème avec l'Égypte, allez je vais envoyer mon armée, je vais envahir l'Égypte. Imaginez que chaque État essaie de se militariser comme Poutine, il essaie de réfléchir comme Poutine, il essaie de faire comme Poutine. Ce sera la loi de la jungle, ce sera le retour de l'insécurité dans le monde entier. Les Algériens, il faut arrêter avec cette admiration que nous avons pour la force militaire, avec cette admiration que nous avons pour la violence. Non, rappelez-vous, dans notre histoire, lors de la guerre froide, l'Algérie n'a été, c'est faux, l'Algérie était dans le camp soviétique, non, l'Algérie avait des relations avec les soviétiques, mais elle avait aussi des relations avec les États-Unis. Il avait essayé de faire l'équilibrisme. L'Algérie a été parmi les pays qui ont créé le mouvement des non-alignés. Rappelez-vous de la question du mouvement des non-alignés, qui a été créé du bout des années 50, et qui a été renforcé en 1961 avec la conférence de Belgrade, jusqu'à maintenant, où il y a eu la fameuse conférence qui a été organisée en Indonésie. Rappelez-vous, c'était un bloc qui a regroupé des dizaines de pays qui ont dit que nous sommes une troisième voie. ما نحبوا نكونوا مع الوست ما نحبوا نكونوا مع الأست. نتوما كنتوا تاكلوا بيناتكم, احنا ما ندخلوش روحنا بيناتنا. احنا ما ندخلوش روحنا بيناتكم. Et jusqu'à 2016, 120 pays sont encore membres du mouvement des non-alignés. 120 pays. Menant la Chine, menant l'Afrique du Sud, menant l'Inde, menant l'Algérie. L'Algérie qui était, encore une fois, l'un des pays les plus actifs, les leaders de ce mouvement des non-alignés. À l'époque de la grande année, les heures de gloire de la diplomatie algérienne, les années 70, fin des années 60, et durant toute la décennie des années 70 et une partie des années 80. On a les Algériens, dans notre histoire, ni nous n'avons été trop pro-Union soviétique, ni nous n'avons été très pro-États-Unis. Et c'était le meilleur choix. Une troisième voie existe. Une troisième voie existe. Il faut revenir vers la pensée du mouvement des pays non alignés, qui existe encore, et qui regroupe les 2/3 des pays membres de l'ONU. Je n'ai pas à suivre Poutine dans sa folie, je n'ai pas à suivre les États-Unis dans leur impérialisme exagéré, je n'ai pas à suivre l'Union européenne dans ses calculs politiciens. Je peux incarner une troisième voie qui est celle d'un pays plus sûr, d'un pays multipolaire, où ce n'est pas les puissances armées qui décident. C'est pas parce que tu as les armes nucléaires que tu dois décider pour mon avenir, que tu dois décider pour ma vie, que tu dois décider à ma place. Et ce n'est pas parce que les États-Unis d'Amérique est un pays riche, ils ont Apple, Amazon ou Facebook, qu'ils doivent décider à notre place.
place. Il faudrait que la diplomatie algérienne retrouve ses lettres de noblesse. Il faudrait que nous, les Algériens, on replonge dans notre passé pour retrouver les idéaux taouana, les idéaux qui ont fait la gloire, qui ont fait la noblesse de nos ancêtres, qui ont libéré notre pays. On a arraché notre indépendance avec les armes. On connaît ce que c'est que le coût de la violence. On connaît ce que c'est que le coût d'une guerre. On ne va pas soutenir des guerres. Je ne vais pas dire aujourd'hui Poutine à la gel parce que c'est dans la chab. Les femmes ukrainiennes, ils ont fait quoi? Les enfants ukrainiens, ils ont fait quoi? Zid, aujourd'hui, un dernier mot. Moi, je suis admirable devant les Ukrainiens. Et je le dis. Regardez leur président, Volodymyr Zelensky. Un acteur. Il était un acteur. Il a fait une série qui a cartonné. La série d'ailleurs, Serviteur du peuple. Ensuite, c'était en 2019, en 2015. 3 ans après, 4 ans après, il participe aux élections présidentielles de 2019. Il gagne avec 73%. C'est une démocratie. Son adversaire a accepté le scrutin ou le président. Je me souviens, je lisais certains intellectuels algériens sur les réseaux sociaux. Ah, Zelensky va se faire bouffer par Poutine. Ah, l'acteur, Poutine yaklo. Aujourd'hui, Zelensky qui est âgé de moins de 50 ans. Il est âgé de 47 ans, plus exactement, si je ne me trompe pas. Alors, il tient debout. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il veut rester 44 ans plutôt. 44 ans, les États-Unis d'Amérique, qu'on va t'exfiltrer. Non, je refuse d'être exfiltré. Je veux rester dans mon pays. Je veux, si je dois mourir, je dois mourir dans mon pays. Il a fait plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. قاعد في كييف مع شعبه مع الجيش تاعو مع اولاده مع فاميلته. Il n'a pas fui. Regardez les dirigeants arabes. En 2011 Ben Ali وين خلاص دار طياره ودار فاميلته وهرب. قدافي هرب. Saddam Hussein en 2003 il a été retrouvé dans un trou 7 mètres en profondeur. قدافي مات كي الفار هارب حتى كي حكموه ils l'ont pourchassé, ils l'ont traqué. Ben Ali il a pris la fuite. Tout, regardez l'histoire du monde arabe. Très peu de dirigeants sont morts à côté de leur peuple avec l'arme au poing et en n'abandonnant jamais devant l'ennemi. L'acteur il est resté avec son peuple. Moi, je trouve ça admirable que les Ukrainiens sont unis. Je fais un chab l'Ukraine, ils ont pris des armes. Ils sont en train de résister à la deuxième grande armée du monde, au pratiquement premier arsenal nucléaire du monde. Ils résistent parce qu'ils croient à la liberté. Ils croient à l'indépendance de leur pays. Ça, c'est admirable. Les Algériennes et les Algériens qui ont déjà connu la colonisation, le colonialisme, on ne peut pas rester indifférent à cela. Bien sûr, on peut comprendre qu'on est contre l'expansion de l'OTAN à l'Est, oui. On est contre l'impérialisme américain qui menace les frontières de la Russie, oui. Mais on ne règle pas un problème en envahissant un autre pays. Ce n'est pas possible. Et moi, Zelensky, ce qu'il fait, en restant à côté de son peuple, en se battant jusqu'à la dernière minute, en refusant de fuir, en refusant de s'exfiltrer et de se réfugier à l'étranger, ça prouve que les Ukrainiens avaient raison de vouloir. Ça prouve que les Ukrainiens ne veulent pas devenir l'esclave des Américains ou l'esclave des Européens. Ils veulent exister en tant que peuple libre et maître et souverain de leur choix. On doit les respecter pour cela. On doit apprendre. Moi, j'aurais aimé que l'un de nos pays, dans la région du Maghreb, dans le monde arabe, organise une élection démocratique. Il y a un jeune qui est moins de 50 ans, que tout le monde ne prend pas au sérieux, mais que ce jeune-là va rester face aux épreuves les plus difficiles auxquelles sont soumises sa nation et va rester aux côtés de son peuple jusqu'à la dernière minute. Je n'ai pas vu ça dans le monde arabe. Comme ça, le débat se poursuit sur les diverses plateformes d'Algérie Part et j'aimerais vraiment avoir votre avis, mais encore une fois, en faisant preuve de bon sens.